Bonsoir, nous sommes dans l'Almanach des Fées Célestes, épisode de la période du 28 juillet au 5 août, la première phase de la deuxième lune d'été, nord, hiver, sud, et je vous propose ma petite revue de presse de l'actualité spatiale et des découvertes que je glisse parfois dans l'une des deux vidéos habituelles, à savoir le bulletin astronomique et les commentaires astrologiques. J'ai envie de développer une troisième partie spécifique sur les news d'actualité que l'on peut ensuite commenter en regardant l'astrologie du moment, les thèmes du moment. Donc voilà, alors c'est parti, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai recueilli comme nouvelles cette semaine. Tout d'abord, à propos de la Station spatiale internationale. La grosse nouvelle, c'est la Russie qui annonce qu'elle va quitter la Station spatiale internationale en 2024, ce qui était déjà, avant même l'histoire de la guerre en Ukraine, euh, dans, était déjà on y pensait déjà, hein, c'était déjà évoqué. De toute façon, c'est la fin bientôt de cette station spatiale que nous nous régalons à voir passer le soir dans le ciel en ce moment. Et donc, voilà, plusieurs articles là-dessus. Et donc, après l'annonce du retrait russe, quel avenir pour la Station spatiale internationale? De toute façon, il est prévu que, voilà, c'est un programme de désengagement progressif qui était déjà dans les papiers avant même l'histoire de l'Ukraine. Alors ensuite, à propos de la Lune, plus spécifiquement, alors on apprend, j'avais loupé l'info, que la NASA avait perdu le contact avec le satellite Capstone depuis le 4 juillet. Et, ah non, mais j'ai oublié une nouvelle importante, excusez-moi, à propos de la Station spatiale internationale. Voilà, parce que aussi, la première femme européenne à sortir dans l'espace, c'est donc Samantha Cristoforetti, et ça s'est passé la semaine dernière. Donc, première femme astronaute européenne à sortir dans l'espace, Samantha Cristoforetti, l'italienne. Et donc, je reviens sur la Lune et avec la NASA qui a perdu le contact avec son satellite Capstone qui est censé faire une reconnaissance de l'orbite de la future station lunaire du programme Artemis, justement. Ce qui n'empêche pas la mission Artemis. Alors, je vais partager ça avec vous, le plan avec mes images. Voilà. Alors, Artemis, le plan de la mission Artemis. Voilà. Plan de cette. Alors, Artemis 1, c'est donc la première mission. Elle est inhabitée. C'est une mission de reconnaissance et de préparation du terrain pour les missions suivantes d'exploration de la Lune, donc dans le cadre du programme Artemis, qui se dérouleront ensuite. Donc, la mission Artemis, si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Alors, je pense que vous voyez l'image. Voilà, donc justement, le satellite de Capstone était donc lancé, donc départ, Floride, tour autour de la Terre, lancement vers la Lune, un tour de la Lune très près, repartir, elle repart loin, elle va se poser, ah bah oui, elle va se poser en orbite, loin. Et ensuite, nous avons le plan du retour. Là, ça se détache. 12. Ah ben voilà, la suite, c'est ici. Donc 11. Après 10, voilà. Donc, continue en orbite. 12, elle revient à une orbite voilà, qui se rapproche énormément et qui s'éloigne énormément. Et puis après, retour. Voilà donc le programme de cette mission. Je reviens vers vous. Artemis, et qui, malgré cette perte de contact avec le satellite Capstone et petits soucis quand même encore, quelques petits ratés au test du SLS,
démarre quand même. Ils ont décidé de la lancer quand même, donc là, fin août. Il y a un petit récapitulatif de la mission Apollo 11 historique, hein, et donc en 1971, 69. Donc, Géo fait un retour sur cette mission qui a marqué l'histoire du spatial, bien sûr. Et maintenant, la NASA voudrait se rendre aussi sur la face cachée de la Lune, ce que seuls les Chinois font jusqu'à présent. Voilà pour la Lune. Nous avançons maintenant, faisons un petit bond. Nous allons sur Mars et nous retrouvons le célèbre robot Persévérance il n'arrête pas de tomber sur des trucs bizarres qui sont des débris de son atterrissage. Parfois, là, dans ce cas-là, apparemment, transporté par le vent. Alors, à chaque fois, ça fait des grosses bulles sur les médias, comme si Persévérance avait trouvé un petit truc martien, mais non, manque de bol, c'est ses propres déchets. Pas de chance. Alors, donc, comment suivre les annonces de la NASA et de l'ESA sur le retour des échantillons martiens? Il y avait une conférence ce soir, là, le 27, où j'enregistre, 27 juillet. Donc, vous pourrez trouver tout ça sur le lien qui sera dans l'article que je publierai très vite. Et voilà, le rover Perseverance a dessiné un minuscule L sur Mars. Donc, pourquoi faire? C'est pour prendre des repères. Voilà, donc ça continue sur Mars, l'exploration de Persévérance. Alors ensuite, eh bien, qui défraie toujours la chronique, nous avons SpaceX, qui en 7 mois, donc en fin juillet, SpaceX a bouclé autant de missions orbitales que sur l'ensemble de 2021, l'année dernière, et ça continue. Donc SpaceX en plein boom en termes de lancement de missions orbitales. Alors, on apprend aussi que pour concurrencer Starlink, donc les satellites pour Internet de SpaceX, le français Eutelstat rachète OneWeb. Donc, ça va être regroupé pour faire une grosse boîte européenne, donc britannique en l'occurrence, pour concurrencer Starlink. Et aussi, la NASA qui envisage de lancer un télescope spatial pour dans l'infrarouge, hein, pour les sonder un domaine bien particulier du spectre électromagnétique. Donc, c'est un télescope spatial qui s'appelle Roman dans le projet et qui serait lancé donc par SpaceX, un autre télescope spatial. Ça nous amène à James Webb, au télescope spatial James Webb et le début de sa moisson de photos extraordinaires qui nous font plonger infiniment plus loin encore dans l'espace-temps de notre univers. Alors, il y a plein de fausses nouvelles qui circulent, du genre le télescope spatial a trouvé la plus vieille galaxie de tous les temps. C'est pas vrai, mais c'est la plus lointaine jamais découverte. Effectivement, alors repartons sur des images. Alors, il y a le Astro News de. Ça, je vais le partager avec vous. Les Astro News de Jean-Pierre Martin qui décrivent remarquablement bien tout, et qui décrivent remarquablement bien les images de James Webb, en particulier celle-ci, par exemple, hein, qui sont les, c'est dans la nébuleuse de la Carène, et on voit ces immenses murs, montagnes, semble-t-il. En fait, ce sont donc des nuages de poussière dans lesquels se forment des étoiles, mais selon la longueur d'onde dans laquelle on regarde, on les voit comme quelque chose d'épais. Voilà. Donc, ces photos absolument extraordinaires. Là, c'est la nébuleuse de l'anneau austral en différentes longueurs d'onde. Ici, donc, aussi prendre des spectres des étoiles et donc on va pouvoir connaître beaucoup mieux la composition de l'atmosphère des exoplanètes. C'est déjà infiniment plus précisément que précédemment. Et voilà, alors une image de ciel profond et les spectres de certains des éléments de cette image. Et ici, donc, sa première image du ciel très, très profond, le champ le plus profond.
Il ressemble au champ très profond de Hubble en 1995, mais c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. Voilà, et donc il y a toutes les bonnes explications par Jean-Pierre Martin, qui est vraiment excellent pour vous expliquer l'image et tout ce que ça nous apprend et comment ça nous l'apprend, etc. Le quintet de Stéphane, le quintet de galaxies qu'on trouve dans la constellation du Lion, ouais, que nul n'avait jamais vu comme ça. C'est extrêmement magnifique. Et donc aussi, il explore autour du trou noir de l'une de ces galaxies. Voilà pour ce qui est de James Webb dans le cours de nos nouvelles. Je termine avec une nouvelle sur un balai à 3 étoiles, unique en son genre. Voilà, donc les astronomes ont observé un ensemble de 3 étoiles qui a une façon inédite de se comporter. On n'arrête pas de voir des trucs nouveaux comme ça qui remettent en cause ce qu'on croyait jusqu'à présent. L'univers est plein de surprises en permanence. Et donc, comment trouver une unité là-dedans, c'est bien et une logique là-dedans, c'est ce à quoi je m'applique en particulier. J'espère bientôt vous apporter beaucoup d'éléments avec le livre que je m'apprête à publier. J'ai encore un peu de travail. Voilà, donc je rappelle les Astronews de Jean-Pierre Martin, la lettre de l'IMCCE de juillet, ce qu'il ne faut pas manquer. En plus, vous pouvez vous engager pour mesurer, observer et mesurer des occultations d'étoiles. Euh, et puis, je vais vous reparler un petit peu de cette publication du livre qui s'intitule Changement de paradigme de Dr Marvin Herndon, un, un scientifique de Californie, un vrai, quoi, dans l'esprit réellement scientifique, comme on l'entendait jusque dans les années 1950. Lui, comme Jean-Pierre Petit, c'est des, des scientifiques vraiment intègres et intégraux. Et donc, ils ont vraiment de quoi transformer notre vision en apportant vraiment les preuves et des modèles. On n'aime pas dire, j'aime même pas dire modèle parce que justement, tout ce qui est ce qu'on appelle la science aujourd'hui ne fait que faire travailler des ordinateurs sur des modèles, on appelle ça des modélisations, et ça ne nous fait pas ouvrir davantage notre esprit. On veut essayer de comprendre sans changer de paradigme, justement. Et donc, ce qu'a fait le travail de Marvin Herndon en géologie et en astronomie est absolument très, très intéressant et, et apporte un éclairage tellement plus logique sur donc, la formation de la Terre et des planètes, sur l'énergie au centre de la Terre. Il envisage un géoréacteur de fission nucléaire et tout un tas d'éléments qui n'étaient pas résolus jusqu'à présent se résolvent avec cette hypothèse et se vérifient par tout un tas de considérations et d'expériences. Et en plus, également, un nouveau paradigme de la science du climat et de nouveaux paradigmes astrophysiques qui expliquent comment les étoiles s'allument, l'ignition thermonucléaire des étoiles, comment elles s'allument, et qui expliquent la matière noire entourant les galaxies. Donc, c'est une, une approche qui se rapproche de celle de Jean-Pierre Petit, que je confirme moi aussi avec le psoriasis. C'est vraiment c'est par là qu'il faut foncer, quoi. Là, il y a l'ouverture scientifique pour rendre cohérent le monde d'aujourd'hui, les croyants, la science et les croyances. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ce petit tour de piste, cette petite revue de presse de l'actualité astronomique et astrophysique et des découvertes et cosmologiques est terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à mettre également vos commentaires, vos questions, et voilà, pour peut-être faire évoluer cette nouvelle rubrique de l'Almanach des Faits Célestes.
Ciao, à la semaine prochaine.